Merci d'être dans cette salle donc aujourd'hui et bienvenue dans cette conférence qui s'appelle donc Évaluer le bon fonctionnement d'une organisation agile, retour d'expérience, pièges et conseils. Voilà, donc moi je m'appelle Elie Théocari, je travaille donc chez SmartView comme mon polo l'indique avec donc le logo derrière, et donc je suis consultant, coach et formateur et facilitateur en agilité. Bon, c'est beaucoup de choses différentes mais toujours autour du même concept et des mêmes approches. Voilà, ça fait 20 ans que je suis à Montpellier aujourd'hui. C'est une ville qui me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que je suis d'autant plus content de vous voir aujourd'hui donc dans cette ville. Donc, je travaille pour SmartView, comme je l'ai dit, et puis je suis également donc co-organisateur des meet-up Apéro Agile Montpellier. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, ils en ont parlé un petit peu ce matin. Une fois par mois, le mercredi soir, de 18h30 à 20h30, on se réunit avec voilà, toutes les personnes qui sont passionnées d'agilité autour de Montpellier. On fait des ateliers, on discute de choses et d'autres. Donc vous êtes évidemment les bienvenus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi ou avec les membres de l'équipe d'Orga pour en savoir plus. Donc, je vous ai déjà remercié. Je voudrais remercier également justement les personnes avec qui j'ai l'occasion d'évoluer et de collaborer au quotidien. Et c'est vrai que sur Montpellier, on a une communauté agile qui est très sympa et qui m'a déjà fait quelques feedbacks sur cette conférence. Donc, ce n'est pas la première fois que je la donne. Vous avez le droit d'être d'autant moins indulgent avec moi si ce n'est pas intéressant. Merci également aux sponsors et aux organisateurs donc, de cet événement. Et puis, donc, je vais passer à la suite, qui est grosso modo un petit peu le parcours qu'on va faire ensemble pendant cette session. Donc, évaluer le bon fonctionnement d'une organisation agile, vous le retrouvez toujours en bas à gauche, au cas où vous oubliez un petit peu le fil directeur. On va commencer par parler de qu'est-ce que c'est d'abord, qu'est-ce que c'est qu'évaluer le bon fonctionnement d'une organisation agile. On va un petit peu parler de définition et puis de, voilà, grosso modo, essayer de s'aligner là-dessus. On va également voir quelles sont les différentes formes que ça peut prendre, quels sont les outils, les pratiques que vous pouvez avoir au quotidien, justement, qui peuvent vous aider à faire ce genre de choses. On va essayer de se poser la question de qui devrait le faire finalement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à même, qui sont plus légitimes, qui ont, je ne sais pas, peut-être une meilleure posture pour faire ce genre de choses. Et je vais essayer également de vous expliquer, moi, mon retour d'expérience, donc en tant que Scrum Master, coach, etc., sur des choses que j'ai essayé de mettre en place dans des équipes, ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché avec le recul que j'ai maintenant. Et puis, donc, c'est là qu'on va terminer justement avec les pièges auxquels moi je me suis confronté et peut-être que vous aussi, et puis les conseils que je voudrais vous donner si vous deviez faire la même chose. Et puis, donc, on conclura là-dessus. Première étape, donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'évaluer le bon fonctionnement d'une organisation agile? Donc, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que voilà, j'aime bien mettre des choses précises sur les mots. Donc, on va déjà commencer par définir un petit peu les trois mots-clés qu'on met derrière justement ce titre de conférence. La première chose, c'est la notion d'organisation. Donc, la raison pour laquelle je parle d'organisation et pas d'entreprise, c'est qu'en fait, ce sont des choses qu'on peut faire dans une équipe, ce sont des choses qu'on peut faire dans une entreprise, ce sont des choses qu'on peut faire dans un organisme public, une association, une école, etc. D'accord ? L'organisation, ça va vraiment être la façon dont on se structure, la façon dont on s'organise. Et nous, dans notre vocable, c'est vrai, en tant qu'agiliste, on utilise ça un peu comme un mot qui englobe un petit peu toutes ces notions de soit le niveau équipe, soit le niveau organisation, enfin le niveau entreprise un peu plus large, ou programme, division. Donc voilà, il faut voir ça un peu comme un système d'individus qui a un but commun. Ensuite, il y a la notion d'évaluation. Et peut-être que évaluation, c'est la définition qui va être la plus délicate, on va dire. Quand on parle d'évaluation, on va essayer de faire un parallèle parfois avec nos entretiens d'évaluation annuels, par exemple, ou ça peut être l'évaluation, je ne sais pas, d'une maison, d'une voiture, ce genre de choses. Quand on parle d'évaluation, en fait, il faut toujours essayer de se dire qu'on ne va pas être sur quelque chose de très précis. On ne va pas être sur quelque chose qui va être une vérité absolue. Ça ne va pas être, tiens, c'est 50, ou c'est 51, ou c'est 52. C'est quelque chose qui va être plutôt approximatif. Donc ici, il y a la notion d'estimation, il y a la notion de déterminer sans recourir à la mesure directe, il y a la notion d'approximation, et il y a également la notion de porter un jugement sur quelque chose. Et donc cette notion de jugement, on va y revenir un petit peu après, mais grosso modo, c'est assez inhérent finalement à cette démarche d'évaluation dans notre contexte. Et puis bon, agile, on est dans un événement qui s'appelle Agile Tour Montpellier. J'imagine que le mot agile n'a plus de secret pour vous, mais bon, en même temps, on parle avec différentes personnes et on voit qu'il peut y avoir différentes interprétations.
Quand on parle d'agilité, bien sûr, il y a ce rapport au manifeste pour le développement agile de logiciels qui a été raccourci depuis en manifeste agile, mais qui au départ vient du monde du logiciel. Et c'est quand je vais parler moi d'agilité dans ce cadre-là, c'est vraiment pour dire on a des valeurs, on a des principes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler ce matin si vous étiez aux conférences. Grosso modo, est-ce que notre mode de fonctionnement il va être raccord quelque part justement avec les valeurs et les principes qui sont énoncés dans le manifeste. Je ne fais pas une évaluation technologique, je ne suis pas là pour dire voilà, est-ce que vos pratiques, par exemple, techniques, la façon dont vous structurez votre code, etc., sont bien. Non. Là, on s'intéresse à une évaluation de l'agilité de l'organisation. Et je rappelle quand même que quand on parle d'agilité, l'agilité, au départ, ça reste quand même l'adaptation au changement. Ça reste quand même la façon de se mouvoir, finalement, d'agir pour essayer d'être comme un bateau sur l'eau, en fait, qui ne va pas être secoué dans tous les sens, mais qui va pouvoir s'orienter aussi au fil du vent. Et donc, Martin Fowler, qui est un des co-signataires du Manifeste Agile, a bien indiqué que s'ils ont choisi ce mot d'agilité, c'était vraiment pour parler justement de cette capacité à s'adapter et à répondre aux changements. Donc, gardez bien ça en tête. Si vous, dans vos organisations, vos équipes, vous parlez d'agilité, mais qu'en fait, tout ce qui est adaptation au changement, ça ne fait pas partie de votre considération et de votre quotidien, vous passez peut-être à côté de quelque chose. Donc, 3 mots-clés. Si j'essaie de reformuler un petit peu, finalement, donc, mon titre de conférence, ça serait ça. Porter un jugement sur la façon de s'organiser, de travailler ensemble, d'agir, de s'adapter d'un ensemble d'individus vis-à-vis des valeurs et des principes qui sont énoncés par le manifeste et donc qui sont inhérents à toute démarche d'agilité. Et grosso modo, quand on lit cette définition, on peut se poser la question de ok, est-ce que ça, si je le présente comme définition pour essayer de dire quelle est la démarche que je veux faire, est-ce que c'est quelque chose qui sera forcément bien accepté? Typiquement, quand on parle de jugement, tout de suite, on peut se heurter à des freins. Ok, en fait, tu juges, mais sur quelle base? Est-ce que juger, simplement, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on avait le droit de faire par le passé aussi. Je ne suis pas en train de faire un procès à notre époque. D'accord? Là, en l'occurrence, quand on parle de jugement, il faut plutôt voir ça comme une appréciation. Donc, moi, je vous ai dit que j'étais consultant, par exemple. Quand je suis appelé donc, dans une organisation pour faire cette évaluation, l'idée, c'est que je donne, avec mon recul et mon expérience, mon appréciation de ce qui, d'après moi, fonctionne, ne fonctionne pas et pour quelle raison. Donc je donne un avis qui est favorable, ça c'est bien, continuez comme ça, ou défavorable, attention, je pense que là vous allez au-devant de problèmes. Et donc l'idée c'est quand même de faire en sorte que ce jugement il soit aussi objectif que possible. Moi je suis un être humain, je ne suis pas une intelligence artificielle ou autre, pas un corps. Donc l'idée c'est quand même de se dire, si c'est moi qui fais ce jugement, mais que derrière il y a un autre consultant ou un facilitateur ou une autre personne qui a un jugement complètement différent, on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer finalement. Donc dans l'ensemble, moi j'essaie de ne pas faire intervenir d'éléments affectifs ou de facteurs personnels dans mon évaluation, dans mon jugement. Et puis tout simplement, après, quand on parle d'agilité, on parle beaucoup du secteur logiciel. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui appliquent l'agilité à des secteurs qui n'ont rien à voir avec la construction d'un produit logiciel ou même matériel? Je sais pas, des fonctions transverses, RH, achat, logistique? Pas beaucoup. Si vous pouvez lever la main, peut-être? Ouais, ok, pas beaucoup. En tout cas, c'est une démarche qui s'applique également en dehors du cadre logiciel. Il ne faut pas oublier que les principes de l'agilité, ils sont quand même issus en ligne droite des principes du Lean aussi. Il y a Nicolas qui est en train de donner une conférence sur le sujet juste en même temps. Et que donc, si on remonte encore à la jeunesse de tout ça, les principes qu'on a dans le toyotisme, par exemple, etc., ont contribué justement à forger ces principes et ces valeurs qu'on a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est une définition acceptable? Voilà, si on essaie de l'enrober un petit peu, si on essaie justement de faire attention aux mots qui peuvent être un petit peu tranchants, oui, c'est une définition qui est acceptable. Et après, se pose la question de pourquoi on le fait quand même. Parce que faire une évaluation d'une organisation et sans savoir à quoi ça sert, finalement, c'est quand même un peu problématique. Et en fait, normalement, dans une démarche d'agilité, vous avez déjà peut-être tous vu ou entendu parler de ces étapes-là qui sont sur la droite, plan, do. Et après, il y a 2 autres étapes normalement qui complètent ça. Check act ou study act, ça dépend des versions.
Grosso modo, on est dans une démarche d'amélioration continue. On n'est pas dans une démarche où on se dit juste, on prévoit de faire des choses, on les fait, et puis ça s'arrête là, et puis ensuite on reprévoit de faire des choses, et on les refait, mais on ne prête jamais attention aux résultats de notre démarche. Donc on essaie de rentrer dans une démarche d'amélioration continue, on étudie finalement ce qui marche moins bien, et puis ensuite on va essayer de l'améliorer, on va essayer d'aider justement à prendre des décisions et des actions par rapport à notre évaluation. Donc voilà, comme je l'indique ici, on crée ou on renforce. Idéalement, quand on essaie de mettre en place ce genre de choses, dans une organisation qui se veut déjà agile, on doit déjà avoir des pratiques d'amélioration continue en place. La plus connue étant sans doute dans le cas de Scrum, la rétrospective. J'espère que pour les personnes qui sont ici, qui travaillent dans des équipes ou des organisations agiles, vous avez justement cette occasion de vous améliorer. Ça peut être justement une démarche complémentaire, mais on va y revenir. Ok, alors, maintenant, quelle forme ça peut prendre justement cette évaluation? Et là, je vais vous faire un petit peu de gymnastique, d'accord? Enfin, pas comme ce matin là avec la danse, mais je vais vous faire lever les mains de temps en temps. On a déjeuné, donc il faut forcément un petit peu se remettre dedans maintenant. Donc, je vais vous présenter quelques pratiques qui peuvent aider justement à faire ce genre de choses, et vous allez me dire si vous avez déjà mis en application ça, s'il vous plaît, dans vos contextes. Donc, le Nico-Nico, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà mis en application ça chez elles? Enfin, chez elles, dans leurs organisations. Je ne vous demande pas avec les enfants à la maison. Okay, donc, quelques-unes, très bien. Donc, le Nico-Nico, Nico-Nico en japonais, ça veut dire sourire. C'est ce qu'on m'a dit, je ne parle pas couramment japonais. Grosso modo, l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des personnes d'un dispositif, donc par exemple ici une équipe, qui vont, jour après jour, donner un petit peu leur humeur de la journée. Voilà, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va très bien, j'ai la pêche, je suis content, tout va bien. Et aujourd'hui, c'est pas la grande forme, donc je mets une petite pastille rouge. C'est quelque chose, ça, qui est très rapide pour le coup à faire. D'accord ? Tous les matins, vous arrivez au moment du daily, vous pouvez mettre une petite gommette, et puis voilà, vous avez un peu l'humeur de l'équipe. Donc pour la journée, par exemple, je vois que tout le monde est vert, c'est que tout le monde va bien. Ou alors je vois qu'une personne est en vert tout le temps, c'est que cette personne va bien. À l'inverse, je vois qu'il y a des jours où tout est rouge, par exemple, je vais me dire, ok, il y a peut-être des périodes sur lesquelles il y a des choses qui vont moins bien. Et si j'ai une ligne qui est complètement rouge aussi, ça doit m'aider à prendre une action, à me dire, peut-être qu'ici, il y a quelque chose à faire. On n'est pas loin de la mesure d'empathie de Nina, là, presque. Mais par contre, ça, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de savoir où sont les problèmes. D'accord ? C'est juste une question individuelle que vous posez et vous dites ça va pas. Mais en fait, ça s'arrête là. Ici, on n'a pas plus. Attention, c'est quelque chose qui peut être assez mal vécu. D'accord ? Si vous demandez à vos collègues tous les jours de mettre une petite pastille de couleur avec son prénom, le problème de ça, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de partager ça, ou alors il y a des personnes, pour ne pas être embêtées, pour ne pas être questionnées, qui vont mettre du vert ou du jaune tout le temps, parce que au moins, je vais rester un petit peu tranquille. Donc simple, mais assez peu probant. Ensuite, vous avez des choses un peu plus poussées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une checklist Scrum. Et donc Henrik Nyberg, c'est la personne qui a partagé ce principe, ce concept-là. Des personnes qui ont déjà expérimenté ça? Ok, pas beaucoup, 2. Donc ça, finalement, c'est un questionnaire que vous pouvez très bien faire en tant que Scrum Master ou en équipe. Voilà, vous posez des questions. Est-ce qu'on a un PO? Est-ce qu'on a un backlog qui est visible? Est-ce qu'il est mis à jour régulièrement? Est-ce qu'on a des daily Scrum? Est-ce qu'il dure moins de 15 minutes, etc. Donc grosso modo, c'est oui, non, finalement, et ça s'arrête là. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez fermé et qui est simple, finalement, à mettre en application. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui va également pas être forcément adapté à tous les contextes. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est applicable dans un contexte Scrum. Mes questions, elles sont orientées autour de Scrum. Si je fais du Kanban, par exemple, je vais avoir plein de cases que je ne vais pas cocher et ça ne va pas me dire pour autant si mon organisation, ma mise en place de dispositif est bien ou pas. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui est présenté par Henrik Nyberg comme des lignes directrices. Il ne va pas vous dire si vous avez tout faux, c'est que vous êtes forcément des mauvais agilistes, mais pour lui, c'est son opinion justement de ce qui est le minimum et ce qui devrait être fait. Après, Henrik Nyberg, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand même un coach qui est réputé, qui
qui a partagé beaucoup de choses, notamment de ses passages chez Spotify et Lego. Et aujourd'hui, si vous entendez parler de squad, par exemple, de guildes, de chapitres, etc., il y a fort à parier que ça vienne des travaux de ce monsieur-là et de ce qu'il a partagé justement de son passage chez Spotify. Toujours chez Nyberg, qui est quelqu'un de très prolifique, le squad Health Check. 3. On ne va pas faire une compétition entre les pratiques parce que ça ne se bouscule pas, mais en tout cas, il y a quelques personnes qui ont pratiqué. Donc le squad Health Check, ici, ce que vous allez avoir, c'est une occasion pour une équipe de discuter et de se poser la question de qu'est-ce qui fonctionne bien chez nous et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Donc chaque personne va se retrouver avec un jeu de cartes, finalement, comme ça, et on va avoir un certain nombre de concepts ici. Voilà, le travail en équipe, le fait que le process soit stable et qu'il soit pertinent, l'apprentissage, la vitesse de production. Et donc, le rouge va signifier quelque chose de négatif et le vert quelque chose de positif. Et chaque personne va pouvoir voter en disant moi, je trouve que dans l'équipe, sur le Health of Codebase, la santé de la base de code, par exemple, c'est rouge. On dévoile un peu les cartes et on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre équipe. Et puis, on essaie de trouver un consensus pour l'équipe, de trouver une couleur qui corresponde au vote des participants. Donc ça, pour le coup, c'est plus subjectif. D'accord ? Le rouge pour une personne, pour une autre, il ne va pas forcément vouloir dire la même chose, et ce sont des choses qui ne s'appliquent pas uniquement au cadre Scrum. Donc même dans des équipes qui ne font pas du Scrum, vous pouvez mettre ça en application. À noter aussi que d'ailleurs, les questions qui sont ici, vous pourriez choisir de les remplacer par d'autres. D'accord ? Moi, je travaillais avec une équipe, justement, où il s'était dit, on va redéfinir un peu notre liste de sujets, finalement. Qu'est-ce que veut dire le rouge et qu'est-ce que veut dire le vert ? Et finalement, l'idée, c'est quand même de voter en équipe, de pouvoir discuter de ce qui marche moins bien, et de construire donc cette cartographie ici. Donc, pour une équipe, on a ici en colonne justement un peu le health check, donc le statut de santé de l'équipe. Et puis ensuite, avec plusieurs équipes, on va avoir justement peut-être des modèles qui vont un peu ressortir. Si mon learning il est en rouge chez tout le monde, on est peut-être sur un problème qui va au-delà de l'équipe, qui va être plutôt inhérent à l'organisation dans son ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aider aussi à avoir une vision, une cartographie un peu plus complète. Voilà. Et bon, comme pour le planning poker, l'idée d'avoir des cartes, c'est pour éviter de s'influencer, d'accord ? C'est pas le lead dev, par exemple, qui dit « Ah ouais, la Health of Codebase, c'est rouge, alors on dit tous rouge. » D'accord ? On a le droit d'avoir des avis différents et on en discute. Donc, troisième pratique potentiel qui peut être utilisé à cette fin. Le Business Agility Assessment de SAFe. Que c'est beau. Des fans ou pas? Des gens qui ont appliqué ou personne? Des gens qui travaillent en SAFe, je vais poser la question différemment. Ok, pas beaucoup. Et vous n'avez jamais vu ça du coup? Si, mais pas utilisé. Ok. Sans jugement, est-ce que je peux me permettre de poser la question de pourquoi ou... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste pour essayer de comprendre. Non-adhésion à l'outil, du coup. Ok. Grosso modo, donc SAFe, donc si vous n'avez jamais entendu parler de SAFe, ça veut dire donc Scaled Agile Framework, donc c'est un framework d'agilité à l'échelle qui a vocation à essayer de structurer des approches agiles pour des programmes de 50, 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes. D'ailleurs, quand j'ai posé la question de qui est en SAFe, là-bas, j'ai vu qu'il y a des petites mains qui ne sont pas levées, là. Mais je vous vois. Tout ça pour dire que, grosso modo, ils sont arrivés avec un outil aussi qui a vocation à essayer de mesurer, d'évaluer finalement le bon fonctionnement de l'organisation. Donc eux, dans leur cas, c'est OK, on a un set de compétences clés, et puis on a des questions pour chaque compétence. Est-ce qu'on forme nos personnes à travailler de façon agile ? Est-ce qu'on délivre des solutions à la demande? Est-ce qu'on aligne notre travail à la vision, etc. Et donc à chaque fois, il faut se poser la question de oui, c'est vrai, non, c'est faux, c'est plutôt entre les deux, etc. Et on a même le droit à la fin d'avoir un petit cadeau avec ce magnifique radar Excel à droite. Grosso modo, donc ça aussi, c'est une pratique qui est mise sur étagère, on va dire, par SAFe. L'idée, pour le coup, c'est que ce ne soit pas forcément utilisé que dans le cadre SAFe, donc ils ont été plutôt malins là-dessus, comme avec à peu près tout ce qu'ils font. Donc leurs questions, elles sont assez ouvertes, mais ça reste des questions orientées dans un cadre d'agilité à l'échelle de l'organisation.
Donc ça veut dire que si vous travaillez avec une équipe, par exemple, de 10 personnes, ben ça n'aura pas d'intérêt pour vous et vous ne pourrez très certainement pas finalement le mettre en place. Voilà. Et puis après, donc là j'ai montré 4 outils que vous pouvez utiliser un petit peu sur étagère, et puis après, en fait, rien n'empêche de faire des choses qui sont un peu des choses sur maison, des choses que vous faites sur mesure, pas sur maison, sur mesure ou maison plutôt. Et donc, ben là, typiquement, ce que je vous montre, moi, c'est un extrait de choses que, avec mes collègues de SmartView, donc, on fait, qui s'appelle donc un diagnostic agile. Donc, un diagnostic agile ou un diagnostic agilité, ben, c'est grosso modo, on essaie d'évaluer, de venir voir une équipe, comment elle fonctionne, et puis ensuite, on se pose la question de ben, quels sont les constats et les recommandations qu'on voudrait faire autour de ça. Donc, la différence par rapport à ce que vous avez vu précédemment, c'est que au-delà justement des scores où on coche, etc., il y a quand même une notion de recommandations qui sont délivrées à la fin, mais ça c'est quelque chose dont je vais parler un petit peu après. Et également, c'est quelque chose en fait qui est vraiment sur mesure. Ça veut dire que dans la salle, il pourrait y avoir potentiellement d'autres personnes qui feraient la même chose et qui se diraient simplement, ok, ben moi les questions que je vais poser c'est pas les mêmes, ou je vais pas observer les mêmes réunions, peut-être que je vais pas observer de réunions du tout, par exemple. Donc voilà. L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir se dire, à l'échelle d'une équipe ou à l'échelle d'une entreprise ou d'une organisation, bah, quelles sont les choses qui marchent de notre point de vue et quelles sont les choses qui ne marchent moins bien et sur lesquelles vous auriez intérêt à travailler. Donc là, tout à l'heure, justement, je discutais pendant le déjeuner avec des personnes qui me disaient « Ah ben, moi, ça m'intéresse. » Et en fait, parce que c'est des choses que moi, j'ai essayé de faire aussi, j'ai essayé de mettre en place dans mon entreprise et j'aimerais bien voir comment toi, tu as fait parce que ben, peut-être qu'on a des points de convergence. D'accord ? Ce qu'il faut se dire, c'est que oui, en fait, comme Nyberg, qui avait fait, lui, ses checklists, ou comme Safe, ou comme moi, ou comme les personnes dont je viens de vous parler, en fait, c'est des choses qui peuvent très bien être faites sur mesure en fonction de vos usages. Donc, des choses plus simples, des choses un peu plus, qui demandent quand même un peu plus de travail ou un peu plus d'approfondissement. Voilà, il y a en tout cas des pratiques qui vous permettent de faire cette chose-là, qui est d'évaluer le bon fonctionnement d'une organisation agile. J'ai essayé de vous faire une petite synthèse justement de tout ça. Donc, comme je disais, le Nico, c'est le plus facile, mais par contre, il ne cible pas les problèmes et il ne permet pas d'identifier de solution en l'état. C'est juste une cartographie de couleurs. La checklist Scrum, elle est quand même assez intéressante. Par contre, elle est pertinente que dans le cadre Scrum. Après, elle identifie des solutions, mais en fait, solutions, vous ne savez pas à quoi ce sont des solutions. Par exemple, si vous cochez la case, on n'a pas de product owner, solution, peut-être recruter un product owner. Mais en fait, quels sont les problèmes que vous avez aujourd'hui parce que vous n'avez pas de product owner? C'est aussi cette dimension-là qu'il faut arriver à comprendre. Le squad health check, il est un peu moins simple à mettre en pratique. Ça ne demande pas d'envoyer une fusée sur Mars, ce n'est pas la question, mais ça prend un peu plus de temps, il faut discuter en équipe, etc. Après, ça donne des résultats qui sont quand même assez intéressants parce que justement, il y a cette notion de discussion, on essaie de trouver des idées ensemble et de les mettre évidemment en application. Le Business Agility Assessment, pour le coup, il va être plus orienté donc safe, donc plus orienté cadre organisation dans son ensemble et moins le cadre équipe. Et donc après, le diagnostic personnalisé, et après je vais vous parler de mon parcours, moi justement autour de ça. De mon point de vue, c'est celui qui s'adapte quand même un peu le mieux à toutes les situations parce que justement il est sur mesure. Par contre, évidemment, ça demande aussi du temps de travail, une expertise, un recul finalement que vous n'avez pas juste en appliquant une checklist et en cochant des cases. Donc c'est quand même pas aussi évident à mettre en place. Ok. Alors, de qui est-ce le rôle de faire ça? Est-ce qu'il y a des Normands dans la salle? Pourquoi on dit réponse de Normand alors? Tu es normande, c'est ça? Tu as levé la main, je crois. Non. On dit réponse de Normand apparemment parce qu'il y avait une loi à l'époque qui autorisait les Normands à se rétracter sur tout marché qu'ils auraient passé pendant, je ne sais plus, c'est 24 heures ou 7 jours. C'est l'ancêtre de notre délai de rétractation. J'ai appris ça et je me suis dit, c'est tellement intéressant, il faut que je le partage avec eux. Bon, est-ce que c'est le rôle du Scrum Master ou du facilitateur de faire cette évaluation? Si vous pensez que oui, s'il vous plaît, levez la main. Waouh. Ok, pas grand monde. Est-ce que c'est le rôle du coach ou du consultant externe? Ok, un peu plus. Est-ce que c'est le rôle du manager ou du responsable de l'équipe?
Ok, très peu. Est-ce que c'est le rôle du client? De la partie prenante, du sponsor? Bon, là, il y a un consensus, c'est non, quoi. Est-ce que c'est le rôle de l'équipe dans son ensemble, ou de l'organisation dans son ensemble? Ah ouais, on a une bonne majorité là-dessus. Je sais pas, d'autres idées peut-être? Non, on a éclusé toutes les pistes. Une IA, qui a dit une IA? Non, mais c'est intéressant, je pense qu'à terme, ça pourrait aller dans cette direction-là, on ne va pas se mentir. Alors, pourquoi ça serait le rôle du Scrum Master ou du facilitateur? Le rôle du Scrum Master, c'est quand même la personne qui connaît bien les pratiques agiles. Donc, pour faire une évaluation d'une organisation agile, c'est quand même une personne qui est bien placée, et c'est dans ses missions d'être un agent du changement et d'initier, de maintenir des démarches d'amélioration continue. Il y a juste un petit problème, c'est que quand on demande à une seule personne de faire ce travail-là, on se prive de l'avis du reste du dispositif, de l'équipe. Et puis en fait, on pourrait se dire que l'équipe, tout simplement, elle attend que son Scrum Master ou que son facilitateur fasse le boulot, qu'elle présente les actions. Et puis moi, en fait, là, ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir ce qui se passe ensuite. Pour le coach ou le consultant, c'est globalement les mêmes avantages. Il y a quand même un avantage supplémentaire, c'est que généralement le coach il est dans une position qui est reculée par rapport aux équipes, il ne va pas être dans les équipes à mettre les mains dans le cambouis, donc il peut avoir un petit peu une vision d'ensemble. Mais sinon, un Scrum Master ou un facilitateur, c'est un coach, quelque part, c'est un coach pour son équipe. Donc on retrouve les mêmes avantages. Mêmes inconvénients pour le coup que le Scrum Master. Parce qu'un consultant, il va avoir avec son avis quelque chose qui est suffisamment construit, qui est suffisamment pertinent. Et comment est-ce qu'on implique l'équipe? Et je pourrais dire d'ailleurs autre chose, c'est qu'avec un consultant externe, il y a un autre biais, c'est qu'en fait, quand on vient quelques jours pour faire un diagnostic, on ne peut pas voir forcément l'étendue de tous les problèmes, on n'a pas les mains suffisamment profondes pour voir tout ça. Le manager, c'est aussi un agent du changement, le manager. C'est quelqu'un qui doit aider l'organisation à évoluer dans la bonne direction. Et c'est aussi quelqu'un qui est en position reculée. Et c'est quelqu'un à qui on demande de donner les moyens à ses équipes, de soutenir les personnes pour réussir. Ça, c'est un des principes du manifeste agile. Par contre, même problématique que précédemment, et puis il y a aussi une troisième chose, c'est que parfois on a des managers qui ne connaissent pas suffisamment les bonnes pratiques par rapport justement à l'agilité et à quelle est peut-être l'organisation la plus optimale. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'appuie sur les Scrum Masters, c'est aussi pour ça qu'on va s'appuyer sur des consultants pour se faire aider à faire ce genre de choses. Je reviendrai sur un autre biais aussi du manager juste après, mais bon, je pense que vous l'avez déjà en tête. Le client, c'est la personne la mieux placée pour dire tiens, j'ai ce que j'attends de l'équipe en fait. Moi, je demande des choses à l'équipe et elle est capable de me les fournir. Et il est en position reculée, c'est génial. Mais en fait, le client, il y a quand même d'autres problèmes. Bon, personne n'a voté pour le client, je ne vais pas trop m'attarder. Mais des fois, les clients qui connaissent les bonnes pratiques, les principes agiles et les valeurs agiles, ce n'est pas non plus forcément très évident à trouver. Désolé, je ne mets pas tous les clients dans le même sac, je suis sûr qu'on est tous les clients de quelqu'un, mais en tout cas, souvent, on va plutôt attendre des résultats, et peu importe les moyens qui sont mis en place, moi, je veux que ça fonctionne, en fait. D'ailleurs, des fois, des clients qui sont satisfaits, moi, j'ai du mal à en trouver, je ne sais pas si vous aussi, mais grosso modo, je veux toujours plus, je veux toujours pour avant-hier, tiens, vous m'avez délivré 30 épiques, j'en veux 35 pour le trimestre prochain. Voilà. Et donc, l'équipe, qui était votre choix privilégié, si j'en crois les votes qui ont eu lieu. Donc grosso modo, l'équipe, elle est quand même aux premières loges, c'est elle qui va pouvoir agir et c'est elle qui vit son quotidien en fait, tout le temps. Donc ce sont les personnes qui connaissent le mieux les problèmes et qui peuvent proposer des solutions. Il y a quelques biais par contre à ça. Le premier, c'est comment est-ce qu'on arrive à tomber d'accord sur ce qu'on fait. Au sein d'une équipe, ça va, ça peut passer. Par contre, quand on va essayer de faire ça à l'échelle d'une division ou d'une entreprise ou d'une organisation entière, c'est un peu plus compliqué de se mettre d'accord. Et puis parfois, il y a aussi un manque de lucidité parce que justement, on a la tête dans le guidon, on n'a pas cette position reculée, et donc on n'arrive plus finalement à voir les problèmes. Les problèmes sont devenus la norme en fait, ou alors on n'arrive pas à trouver les solutions qui vont avec les problèmes parce qu'on a déjà la sensation d'avoir essayé plein de choses, ou parce qu'on se dit simplement, bon, j'y crois pas. De toute façon, je ne vais pas proposer ça, ça ne passera jamais, donc voilà. Alors, c'est quoi la bonne réponse dans tout ça, maintenant que vous avez vu Non, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas une seule bonne réponse, évidemment. Je déconseillerais de le faire par le client ou la partie prenante.
fort heureusement, dans mon expérience, c'est jamais quelque chose que j'ai vu. Le client qui dit bah, tiens, je vais auditer moi-même ce département et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis, de façon générale, je déconseillerais aussi que ce soit le manager de l'équipe qui évalue lui-même son équipe en termes d'organisation. On a déjà parlé des problèmes que ça pose, et puis il y a aussi le lien hiérarchique entre le manager et ses subordonnés, qui fait que, tout simplement, on va proposer des actions, le manager va proposer des actions, peut-être que les subordonnés n'auront pas envie de s'opposer, de dire non, on ne pense pas que c'est une bonne idée, que ce soit l'équipe, les Scrum Masters, les Product Owners, tous les membres de l'équipe, en fait, peuvent avoir justement des difficultés à s'opposer à ça. Donc, globalement, on met en place une sorte de démarche d'amélioration, mais sans avoir vraiment un consensus, finalement, un accord explicite qu'on veut bien essayer de faire ces choses-là. Donc, moi, je vais essayer de me focaliser maintenant sur quelques démarches de diagnostic que j'ai essayé de mettre en place. Voilà. J'ai 37 ans. J'ai commencé à être Scrum Master. J'ai été Scrum Master pour la première fois il y a 12 ans, je crois. Donc, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, forcément. J'ai essuyé des plâtres aussi. Je pense que comme tout le monde dans cette salle, j'ai fait des choses qui marchaient moins bien, des erreurs. Et donc, l'idée, c'est de se dire, tiens, si vous commencez là et que vous vous dites, j'aimerais bien évaluer le fonctionnement de mon organisation, peut-être vous expliquer, moi, ce que j'ai vu qui ne marchait pas trop et que vous ne fassiez pas la même chose. Ou à l'inverse, vous pourriez vous dire, moi, je pense que je peux le faire marcher. Et on verra bien. Alors, ils ont des noms de sandwich classe-croûte, un peu, les variantes de diagnostic, mais bon, il ne faut pas s'arrêter à ça. Le synthétique, ça, c'est basé sur une checklist que vous pourrez trouver en ligne qui s'appelle Agile Strides. Donc, c'est une checklist qui est composée de 90 questions. Et à la fin, ça vous fait des beaux graphiques comme ça et ça vous calcule un score de maturité Scrum. Alors, promis, le 42, je ne l'ai pas mis là en dur, c'est vraiment le score que ça a donné pour le coup. Globalement, ça c'est intéressant parce que ça donne une vue synthétique, des points forts, des points faibles, etc. Par contre, c'est très axé Scrum, forcément. Et puis après, moi, le score 42, comme ça, j'ai un peu du mal personnellement. Du coup, si moi c'est 42 et que toi c'est 43 et puis toi c'est 46 ou 41, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que ça veut dire que mon équipe elle est meilleure que la tienne? Est-ce que ça veut dire qu'on est plus productif, qu'on travaille mieux, etc. En fait, non, on n'en sait rien. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, mettre ça en avant vraiment comme le point clé finalement du diagnostic, c'est assez dommage. Donc, c'est synthétique, ça ne va pas dans le détail, il n'y a pas de recommandations, voilà. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Après, je me suis dit, ouais, c'est pas assez bien. Il faut faire un truc chiadé, structuré. C'est pareil, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'assez carré, structuré, etc. Donc, j'ai fait une checklist Excel, j'ai fait plein de questions, je les ai catégorisées. Et ensuite, je me suis dit, tiens, on va essayer de dresser un score pour chaque catégorie, d'avoir un radar et de faire en sorte que ça puisse parler aux gens. Et en plus de ça, donc, il y avait quand même des recommandations qui étaient faites, alors qui s'appelaient des préconisations même à l'époque, et qui étaient classifiées par priorité. Donc très haute, haute, moyenne, basse, très basse. Il y en avait beaucoup, d'accord, genre 60, 70, et pourtant c'était une équipe honnêtement qui était vraiment bien. C'est long, ça prend du temps, il y a énormément de questions honnêtement, et puis finalement on dresse un constat avec beaucoup de recommandations, mais pourquoi finalement aller chercher les recommandations qui sont au niveau très bas ou moyen quand on a déjà peut-être 10 ou 15 recommandations en très haute ou haute? Donc là, en fait, le piège ici, c'était d'essayer de couvrir l'intégralité finalement des aspects, de dresser des recommandations même sur des choses qui étaient plutôt des détails. Et donc c'est quelque chose qui a été bien perçu dans l'ensemble, mais quelque chose où je me suis dit après coup, en fait, il y a trop de choses là-dedans. Et là, ça a été bien reçu aujourd'hui, mais peut-être que demain, par contre, on me dira non, mais là, c'est pas assez lisible, on ne comprend pas finalement ce que tu fais. Du coup, je me suis mis en tête, tiens, puisque c'est trop long, je vais en faire un encore plus long, avec plus de questions, avec plus de catégories, comme ça marchera mieux. Donc là, voilà, c'est un peu le même fonctionnement, finalement, toujours nos questions avec des thématiques, et là, en plus, j'ai rajouté un niveau de pondération sur les questions, pour dire il y a des choses qui sont plus critiques que d'autres.
Donc on arrive à la fin avec, toujours pareil, on a notre beau diagramme ici qui va nous donner un score sur les 4 thèmes clés, on va dire, du diagnostic. Et puis j'essaie de dire aussi, voilà, les choses qui marchent le mieux chez vous, c'est ça, et les choses qui marchent le moins bien chez vous, c'est ça. Il n'y a même pas vraiment de recommandation en fait à ce stade. C'est plus, voilà les points forts et voilà les points faibles, on va dire, de l'équipe ou de l'organisation. Honnêtement, à un moment, je me suis quand même posé la question de si je savais ce que je faisais. D'accord ? Mais c'est salvateur, des fois, d'avoir ce genre de déclic et de se dire non, j'ai pas envie de refaire ça 2, 3, 5 fois. Non, c'est pas possible. Du coup, je me suis lancé dans la littérature. Je me suis dit, cette fois, je vais faire un beau document Word qui va faire 20 pages avec, tiens, voilà ce que j'ai perçu chez vous, etc. Et puis, c'était structuré en chapitres pour essayer de leur expliquer un peu, moi, ce que je trouvais plutôt bien et puis ce que je trouvais quand même moins bien. Et avec, à chaque fois, tiens, si on ne corrige pas, voilà les risques. Et donc, pareil, il y avait des recommandations. Donc là, c'était le grand retour des recommandations où je disais, je vous recommande de faire ça. On n'est plus sur de la préconisation. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais préconisation, normalement, on est sur quelque chose de plus fort. D'accord ? On recommande fortement de faire quelque chose. Là, moi, je suis dans un rôle de conseil. Je vous recommande de faire ça. Je vous explique pourquoi. Si vous voulez le faire, c'est bien. Si vous ne voulez pas le faire, je vous ai expliqué pourquoi. Après, moi, je suis là pour vous aider, mais je ne peux pas vous pousser non plus dans la bonne direction. Ça, pour le coup, c'était assez... finalement, moi, ça m'a fait du bien de sortir un peu de ce trop de structure, trop de cadres, etc., que je m'étais imposé. Par contre, le mauvais côté de ça, c'est qu'en termes de restitution, ensuite, quand on restitue à une équipe ou un comité de personnes, c'est un peu compliqué. On ne va pas lire un document Word comme ça, ou on le fait lire à une IA peut-être pendant qu'on écoute, mais ce n'est pas forcément le format le plus adapté. Et après ça, je suis revenu dans quelque chose, on va dire, d'un petit peu intermédiaire, donc essayer de refaire un support un peu plus visuel, un peu plus structuré, mais en restant sur quelque chose d'assez synthétique. Donc on a nos 12 axes finalement principaux sur lesquels on essaie de dire, voilà, ça on trouve que c'est bien, ça on trouve qu'il y a du progrès à faire, etc. Et puis, à côté de ça, pour essayer d'expliquer quand même finalement ce raisonnement, on va avoir un peu des justifications. Voilà, on a assisté à telle réunion, on a vu cette chose-là de façon répétée, systématique. Attention, c'est quelque chose qui pose problème. Il y a des choses positives, il y a des choses qui sont moins positives. Et de nouveau des recommandations, sauf que là, on va s'arrêter à une dizaine de recommandations. Et on va dire, commencez à travailler sur ça, et quand vous aurez fait ça, éventuellement, on pourra parler de la suite. Ou pas, c'est vous qui décidez. Donc, grosso modo, ça montre un petit peu, moi, le parcours que j'ai eu autour justement de cet exercice-là. Et il y a un truc qui est assez marrant finalement, c'est que si on se rappelle de la checklist Scrum de Henrik Nieberg, qui est quand même un consultant qui a beaucoup plus d'expérience et de vécu que moi, à un moment donné, je m'étais dit non, mais en fait, ça, c'est pas assez bien, je suis sûr que je peux faire mieux. En fait, on se rend compte de pourquoi c'est quelqu'un qui est réputé, qui a aussi justement du background, etc. C'est que très certainement, c'est quelqu'un qui a lui aussi éprouvé ce genre de choses et qui s'est dit, en fait, je vais revenir à quelque chose de très simple. Ce ne sera pas parfait, mais au moins, ce sera une première base de départ. On y reviendra dans les pièges qu'on a vus tout à l'heure. En tout cas, si vous êtes amené à faire cette démarche-là, il faut faire attention justement à ne pas tomber dans le piège d'essayer d'aller toujours plus loin, toujours plus de questions, toujours plus de choses qu'on veut aborder. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Emna Wally ce matin là, sur le FOMO, mais c'était presque ça en fait. Ah, mais si je ne pense pas à poser cette question, est-ce qu'il y a un risque de quelque chose que je ne vais pas remonter dans mon rapport, etc. Donc les 3 premiers que je vous ai montrés, c'était plutôt adapté justement aux principes Scrum et aux pratiques agiles, parce que c'était plutôt les contextes avec lesquels je travaillais avant, plutôt en tant que facilitateur. Et ensuite, en tant que consultant ou que coach dans certaines organisations, là, il fallait remonter d'un cran. Et c'était là, justement, que le fait d'aller chercher des pratiques au-delà de Scrum a été quand même positif. Et donc, ce que vous voyez en jaune orangé ici, ce sont plutôt les choses que moi, j'aurais tendance à vouloir garder, en fait, en continuant justement dans cette démarche-là. Donc, on voit, au début, on était sur quelque chose de plutôt synthétique. Je trouvais que 90 questions, c'était déjà quand même pas mal, mais ça me convenait.
Et puis ensuite, étape suivante, je me suis dit, je rajoute des recommandations. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était positif. Le client aussi a trouvé que c'était positif. L'équipe a trouvé que c'était positif. Et j'ai complété aussi avec une restitution orale, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir partager aussi aux personnes. Voilà, moi, ce que je comprends, et de pouvoir avoir un échange avec ces personnes-là. Mais par contre, je me suis perdu en route en voulant toujours en rajouter plus, avant justement de revenir à quelque chose de plus synthétique et de plus équilibré. Donc, si j'avais quelques pièges et conseils à mettre en avant. La première chose, c'est déjà de se rappeler pourquoi on fait ce genre de choses. D'accord ? Ça, je l'ai dit déjà en introduction au début. D'accord ? Si on le fait, c'est dans une logique d'amélioration. Si vous pensez que vous n'avez rien à améliorer, ne le faites pas. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent que tout est parfait chez elles et qu'il n'y a rien à améliorer ? Quelle surprise ! Attention à ce que peut cacher une démarche de ce type-là, par contre. Il y a certains contextes dans lesquels on va nous demander un diagnostic, parfois à des fins qui sont assez peu vertueuses. Tiens, moi je pense que ce manager-là, il ne sait pas bosser, son équipe ne bosse pas comme il faut, je vais aller lui mettre un consultant dans les pattes, etc. C'est très difficile d'évaluer quoi que ce soit en fait, dans ce genre de contexte. Les gens se ferment, ils vont nous montrer le monde des bisounours, tout est beau, tout est magique. En fait, on est payé à rendre un livrable ou des conclusions en fait, qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Donc il faut le faire dans une démarche vertueuse, une démarche d'amélioration. Le deuxième, c'est de ne pas aller trop dans la difficulté. Attention à ne pas vouloir couper les cheveux en quatre en permanence. Ça, je pense que j'en ai déjà assez parlé. Voilà. Même avec peu de questions, il y a fort à parier que dans toute organisation, il y ait déjà des choses à améliorer. Donc ça ne sert à rien d'aller pousser trop loin. Moi, j'incite vraiment, et pas uniquement parce que je suis consultant et je vais y revenir, à recourir au moins une fois à un œil extérieur, à quelqu'un qui n'a pas justement la tête dans le guidon. Quand on est dans justement les mains dans le cambouis en permanence, on peut ne pas voir et ne pas remonter certains dysfonctionnements pour les raisons qui sont là. Des fois, je n'ai pas le bon niveau de connaissance, je n'ai pas la même expertise que quelqu'un dont c'est vraiment le travail qui fait ça en permanence. Je n'ai pas le recul qu'il faut. D'accord ? Je suis en permanence avec ces personnes et forcément, je suis toujours dans les réunions de travail, dans l'opérationnel et je ne vais pas pouvoir faire les bonnes remontées. Et aussi par manque de courage, parce que parfois, remonter des problèmes, ça demande aussi du courage. Vous le voyez en rétrospective pour les personnes parmi vous qui ont des rétrospectives. Donc voilà, le fait de recourir à une personne externe, ça permet normalement d'essayer de juguler un peu ces risques-là. Quand je dis personne externe, c'est même pas forcément une personne externe à l'entreprise, à l'organisation. Si déjà vous avez, je ne sais pas, 6, 8, allez, 2 équipes agiles dans votre entreprise, demandez une sorte de revue croisée, d'accord ? Tiens, toi tu vas dans cette équipe, toi tu vas dans l'autre, et puis on essaie de voir ce que ça donne. Donc ça peut être déjà un premier point. Par contre, voilà, attention, quand on a toujours des personnes qui sont internes à l'entreprise, il faut quand même avoir des personnes qui vont avoir le courage de temps en temps de mettre un peu les pieds dans le plat. Moi, j'inciterai aussi à se baser uniquement sur du déclaratif, d'accord ? Donc, posez des questions, faites des interviews, par exemple, mais allez voir aussi les gens, comment ils travaillent, participer à des réunions de travail, pas juste, voilà. On n'est pas en train de se dire, tiens, je fais un DPE, par exemple, il m'a dit que l'isolation elle avait été refaite il y a 6 mois, je coche ça sur mon DPE, alors que ce n'est pas la réalité. D'accord ? Là, c'est la même chose. Il y a énormément de choses que l'observation va nous apprendre. Et l'observation, alors désolé, ça fait un peu espion l'œil de Moscou là quand je dis ça, mais l'observation, c'est aussi aller boire un café avec les gens, voir un peu comment ils interagissent, etc. Ça, ce sont aussi des choses qui nous apprennent des éléments supplémentaires. Piège numéro 5, ne pas partager les résultats. Grosso modo, vous faites appel à quelqu'un qui va faire un diagnostic, et puis les gens, ils ont envie de savoir, en fait, et c'est quoi les conclusions, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et là, le manager, il dit non, mais en fait, j'ai pas envie de partager. Je garde pour moi. C'est déjà arrivé, très honnêtement, et pas qu'une fois. Pourquoi on ne partagerait pas les résultats ? Une idée ? Ouais. Généralement, c'est ça. Quand les résultats sont bons, on a envie de les faire connaître. Quand les résultats ne sont pas bons, forcément, c'est un peu plus délicat. Après, voilà, c'est aussi là que le courage va être important. Si on veut améliorer les choses, on revient au piège numéro 1, il faut avoir le courage de mettre les choses sur la table.
Et puis, ben, quand il y a des recommandations, ben, forcément, si vous décidez tout simplement de ne pas les appliquer, ben, il ne faut pas vous attendre à avoir un changement dramatique, hein, une évolution positive dans la façon dont les choses vont se passer. Donc, ça, c'est quelque chose qui va désengager un certain nombre de collaborateurs assez rapidement. D'accord ? On sait maintenant tous qu'il y a des problèmes, on est tous alignés sur la nature des problèmes, mais on ne corrige pas les problèmes. C'est facteur d'échec. Et après, voilà, quand on dit mettre en place des changements, il faut s'investir dans les changements. Ce n'est pas juste de l'affichage, ce n'est pas juste OK, on va faire ça dans 6, 9 mois avec une personne qui va y bosser 10 minutes par semaine. Non, c'est OK, on sait que ce sont des problèmes structurels qui nous empêchent de travailler correctement, on fait les choses. Donc il y a plein de façons de se casser la gueule, entre guillemets, avec ce genre de choses. Donc si vous êtes amené justement à mettre en place ce genre de pratique chez vous, je vous incite à faire attention à tout ça. En conclusion, pas grand-chose de plus. Donc, on retrace un petit peu le parcours. Donc, on a parlé de ce que ça voulait dire. On a également présenté globalement pourquoi le faire, quelques outils pour le faire. Donc, je rappelle qu'il y a des outils que vous pouvez actionner vous-même. Vous n'avez pas besoin forcément d'une aide externe pour ça. Et puis, qui sont les personnes les mieux placées pour ça? Et puis, mon petit retour d'expérience. Si vous voulez poursuivre la discussion après, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, ça m'intéressera de voir également ce que vous avez pu faire chez vous. Grosso modo, il n'y a plus qu'à y aller maintenant.